20 ans, j'étais encore en études, j'ai fait un bac pro commerce. Je suis parti de ça, je devais faire un BTS en alternance. Et le BTS, ça a floppé, la boîte elle était en train en PLS. Et ça s'est pas fait. À 20 ans, t'as plein de trucs que t'apprends pas à l'école. Ça m'a stressé pendant des années, j'avais quand même assez honte de pas avoir fait d'école. Aujourd'hui, je me suis dit, en fait, j'ai pris que des chemins un peu à côté de la route, mais globalement, j'ai créé moi-même des façons de faire certains trucs. Proposition acceptée et tout, je vais voir la banque, j'avais déjà quand même fait 2-3 trucs, et là ils me disent bah non t'es pas finançable, une banque, 2 banques. Je commence à me dire c'est la merde, je viens de monter un truc avec un pote et moi je reste sur le carreau. Impossible de financer le bien quoi. Tout l'argent que j'ai toujours investi depuis que j'ai 20 piges. J'ai pas des comptes blindés, j'ai pas des trucs comme ça, donc en gros je me sens pas vulnérable vis-à-vis de ça. Je me dis pas faut que je protège des trucs. Globalement il y a plein de trucs qui sont risqués. Finalement une fois que t'arrives à protéger un peu tes actifs, faire attention à ta boîte, essayer de construire de manière un peu pyramidale, ça fait que t'es moins stressé par rapport à l'argent en tant que tel ou les risques qu'il y a autour. Les rageux au bout d'un moment ils sortent tout seuls, tu fais pas attention tu vois. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Mindflow. Une fois plus aujourd'hui, je me retrouve dans les locaux de chez IBS Studio Think and Talk. Donc là, ça y est, on est dans un nouveau setup. On inaugure le premier setup, donc du coup avec Max dans la cuisine. Yes. Salut Max, comment ça va? Salut Valentin, nickel, pleine forme. En pleine forme? Bon, écoute Max, on est dans le nouveau studio. Tu peux nous expliquer un petit peu justement là où on est? T'as l'air bien renseigné en plus, donc si tu peux nous expliquer un peu le contexte dans lequel on est, je trouve que c'est intéressant pour... Carrément, en fait ici le IBS Studio, c'est un mix de quelques boîtes un peu ouf avec Rudy et avec moi, et en fait on s'est fait des locaux à notre image pour mettre nos bureaux, pour mettre nos agences, on va y revenir, mais en tout cas voilà, on voulait se faire un setup bien cool, avec un lieu d'accueil, des bureaux, et surtout qu'on puisse y faire plein de choses, dont parler, dont potentiellement enregistrer, et c'est le premier qu'on fait ici ce soir sur ce setup. Carrément, c'est vraiment super cool. Vous avez peut-être déjà vu sur les autres épisodes avec Manoa de Fortu Media ou avec Sophia de Bicollagène. On était dans le studio qui est juste à côté. Et du coup, là, on se retrouve avec Max aujourd'hui. Max, est-ce que tu peux te présenter en quelques lignes, quelques mots, si tu arrives à le faire de manière condensée, de la manière dont tu le souhaites? Bien sûr. Alors, moi, je suis Maxime. Je développe plusieurs boîtes. Alors, si on parle de business, en tout cas, je développe plusieurs boîtes autour du retail et autour du e-commerce maintenant. C'est en train de se mettre en place. On va y revenir. Et voilà, je fais ça depuis pas mal d'années. J'ai commencé à entreprendre à 20 ans. Et là, j'en ai 37. Donc, voilà. Ça fait quelques années déjà. T'as fait quoi à 20 ans, du coup? Comment ça t'est venu l'idée un peu comme ça de... 20 ans, j'ai fait... moi, j'étais encore en études. J'ai fait un bac pro commerce. Et j'ai kiffé, j'avais des profs extraordinaires. D'ailleurs, j'interviens encore dans ce fameux bac pro, même auprès de BTS de temps en temps, ça me fait toujours plaisir. Énorme. Et en fait, je suis parti de ça, je devais faire un BTS en alternance. Et le BTS, ça a floppé, la boîte, elle était en train en PLS, bref, peu importe. Et ça s'est pas fait. Et en fait, moi, j'avais une énorme envie d'entreprendre. C'était différent, hyper différent qu'aujourd'hui. Il y avait plein de trucs qui étaient... Il n'y avait pas d'autres entreprises, il n'y avait pas tout ça. Donc, tu avais tout de suite une espèce de lourdeur. Mais j'étais trop chaud et j'ai commencé à faire un peu de marketing. Je faisais des pages Facebook, des flyers, du design créa, etc. Et après, j'ai lancé une marque de fringues aussi. On a été vendu à Lyon, dans des concept stores, dans plein de trucs. Et petit à petit, ça m'a emmené sur le design d'espace. Puis j'ai rencontré après un associé, j'ai une longue histoire aussi avec un autre associé, on a monté une usine de production, on a fait plein de trucs autour de l'agencement, du mobilier, du stand, du design, etc. Et petit à petit, j'ai fait aussi la photo dans le sport mécanique, j'ai eu plein de jobs, plein de trucs différents. À chaque fois, j'allais au bout des choses, parce que je faisais toujours le truc par passion, pas pour le business, pas pour l'argent, mais pour la passion. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé très tôt, juste avec ce truc-là en tête, de dire, ça, j'adore le faire, vas-y, je le fais et j'essaie de gagner ma vie avec. Et en fait, ça marche. Et t'as quel âge du coup maintenant ? 37. 37, ça fait 17 ans du coup que tu fais ça depuis tes 20 ans, et tu penses que c'est une des décisions qui a changé ta vie? En fait, tu le prends pas comme une décision au départ. Tu sais, tu le fais parce que t'en fous, t'as tout le temps devant toi. Tu le fais parce que t'as envie de tester. Et moi, j'ai toujours été curieux. Alors, j'ai de la chance, mes parents m'ont toujours dit, vas-y, en gros, fais ce que tu veux, mais nous déçois pas, quoi. Tu vois, on te fait confiance. Donc, il y avait cette espèce de truc, tu vois, t'avais pas envie de décevoir, et j'ai reçu ça, et ça, c'était canon, parce que ça m'a donné cette espèce d'envie de faire, tout tester, mais avec ce ratio de, est-ce que tu fais les choses bien, tu vois. Donc, j'essayais toujours d'aller au bout des choses, puis j'étais un passionné de finition, de détails, de trucs, et donc, j'ai toujours fait comme ça. Et c'est pour ça que j'ai fait de la photo, mais du coup, j'ai fini à faire de la photo pour Ferrari, dans des châteaux à Reims, avec GQ, pour des magazines, des trucs. J'ai fait plein de trucs, mais à chaque fois à fond. Puis une fois que je commençais à me lasser, je faisais autre chose.
Putain, c'est énorme ça. Du Voilà. coup, en 17 ans, tu as dû en voir des choses, tu as dû en voir des tendances, et même encore maintenant, tu baignes dans cet écosystème-là, et même toi, en tant que leader justement sur tes projets. Et du coup, une question que j'aime bien poser un peu à tout le monde, et c'est assez marrant d'avoir ton point de vue là-dessus, c'est quoi la dernière chose ou la dernière réalisation que tu as eue récemment, ou alors un point de vue que tu avais sur un sujet, et sur lequel maintenant tu as complètement changé d'avis? En vrai, je pense qu'il y a un gros sujet sur le personal branding pour aider les boîtes comme les miennes, quoi, en tant qu'agence par exemple. Ok. J'ai toujours essayé de ne pas trop incarner l'agence en tant que telle pour que elle puisse vivre et qu'elle puisse être reconnue comme telle en tant qu'agence, en tant que nom, en tant que spécialiste de quelque chose. En tant que personnalité à part entière. Ouais, exactement. Tu dis, tiens, on va appeler telle agence pour faire tel truc, etc. Non, moi, j'ai toujours été dans la prestation de service. C'est un truc que je fais depuis longtemps, autour du design d'espace, t'as compris. Mais j'ai toujours essayé de faire incarner l'agence. Et du coup, le personal branding, pour moi, c'était trop se mettre en avant. Et du coup, t'allais gâcher un peu le potentiel de la mise en avant de l'agence. Et en fait, ça, j'ai vraiment changé d'avis là-dessus parce qu'il y a quelques mois, j'ai commencé à écrire des posts LinkedIn, un peu plus, et encore un peu plus. Et en fait, me dire qu'il y avait quelque chose comme ça, tu vois. Et là, j'ai décidé, à un moment donné, c'était un push d'ailleurs, mais c'est un mec qui m'a dit, tiens, je pourrais t'aider à faire du contenu plus quali, avoir une stratégie, etc. Je me suis dit, allez, on y va pour test. Honnêtement, j'y croyais pas plus que ça. Et en fait, vraiment, les effets, ils sont fous. Même sur tes boîtes, sur plein de trucs. Et en fait, l'effet, il est quand même sur les boîtes. Et ça, je pensais pas que c'était possible. Et par exemple, de manière concrète, ça t'a rapporté quoi ou ça t'a amené quoi justement ce changement-là et ce changement de paradigme? De manière concrète, déjà, ouais. C'est au moment où tu prends le lead auprès de nouveaux clients et de trucs comme ça, tu as une grande chance que le mec qui t'ait vu passer. LinkedIn, alors clairement, LinkedIn, c'est mon réseau pour le coup parce que bah, c'est de mon âge. J'ai pas de TikTok, tu vois, mais je me sens à l'aise là-dessus. Je trouve que c'est calibré parce que tu peux faire du contenu quand même quali, en termes de valeur apportée, en termes de savoir-faire. Donc ça me correspond bien. Et ce que j'ai ressenti, c'est direct la transformation de tes prospects. C'est plus facile parce que tu as des recos plus facilement, t'es plus vu, donc tu peux checker qui vient liker tes posts, qui interréagit, etc. Et bah, forcément, l'ami d'un ami, etc., niveau 1, niveau 2, ça va hyper vite. Donc, déjà, ça t'ouvre une base de données qui est plus grande. Et en fait, tu gagnes en crédibilité de ouf. J'ai commencé à discuter avec des gens parce que je suis beaucoup plus crédible sur LinkedIn. Et ça, j'ai commencé fin novembre, je crois. Ouais, donc c'est quand même assez récent. Donc, 3 mois. En gros, c'est le 3e mois que je fais ça. Ouais. Vraiment. Ouais, donc ça commence à devenir en fait un vrai leverage pour toi, un Carrément. vrai levier pour toi aussi bien perso, pour ton réseau de partenaires, peut-être de fournisseurs, même de clients. Mais finalement, ça se répercute quand même sur ta boîte, du coup, en termes de... Bah carrément, mais surtout que tu le fais pour ton perso, c'est qu'un but de levier business. Ouais. Moi, en fait, en soi, déjà, j'y croyais pas au départ parce que tous les mecs que je voyais un peu trop, machin, ça me saoulait. Mais globalement, je les voyais quand même. Puis je me disais, putain, quand même, les mecs, c'est un peu brillant. Ils sont quand même brillants. Même si des fois, t'accroches pas au discours, t'accroches pas au gars et tout, tu vois, t'en as, ou au bout d'un moment, ça te saoule. Mais bon, si t'es un peu rationnel, tu fais du business, tu sais que le type, il a quand même déverrouillé un truc. Et donc, je me dis, ah, ça me gonflait, donc je voulais pas le faire. Et puis, en fait, au bout d'un moment, tu te dis, bon, je vais peut-être en saouler 2-3. Mais globalement, en fait, j'ai une prise de position et je comprends que ça t'aide en tant que boîte parce que c'est, dans tous les cas, c'est toi qui incarne à la fin, quoi. Que tu sois, que la boîte, tu veuilles la revendre, que tu veuilles quoi que ce soit, forcément, c'est toi qui va l'attirer. Parce que c'est toi qui fais le commercial, parce que globalement, c'est toi qui en parle le mieux. Elle tournerait pas toute seule sans malgré tout son fondateur qui est sa pièce maîtresse initiale, même si il n'y a pas que lui, mais c'est un peu la pièce maîtresse qui est là à l'origine de cette création-là. Donc forcément, ça reste quand même un élément... Bah, c'est ça. Et donc, du coup, au moment où on a commencé à activer, j'ai vu que ça partait. Là, ça m'a bien fait travailler l'esprit et je me rends compte qu'il y a encore d'autres choses à faire et qu'on va certainement faire d'autres choses, du coup. Super intéressant. Max, je t'explique le concept rapidement. Après ces quelques petits propos d'intro. On a 10 sujets que tu vas choisir. Okay. Et on débattra free flow dessus en mode échange ou même si tu veux aller pousser sur des réflexions. Et juste avant, pour faire la transition, je vais te lire une citation. Tu vas me dire déjà si tu la reconnais et savoir ce qu'elle t'inspire et si tu arrives à l'assimiler dans tes projets actuels ou savoir si elle te parle. La simplicité peut être plus difficile à atteindre que la complexité.
il faut travailler dur et davantage pour arriver à faire simple. Je pense que c'est Steve qui a dit ça. Ouais, le fameux Steve. Ouais, T'en en penses effet. quoi? Ben, clairement, c'est tout à fait le mindset du truc. C'est que tous les projets, ils sont animés par ce truc-là chez nous, tu vois. Et donc, c'est une valeur un peu essentielle de se dire, tu peux faire un truc simple, mais globalement, pour faire un truc simple qui fonctionne, etc., bah, faut se creuser la tête, quoi. Pour arriver à rendre un truc limpide, il faut mettre de l'énergie pour arriver à transformer, tu vois. Pour que ton client final, en fait, ils se disent, pour que lui, ce soit simple pour lui et que ce soit facile, parce que quand tu regardes, même quand tu prends ton iPhone, ton iPad ou ton Mac, tu vois, c'est fluide, ça va vite, t'es là, tu cliques, c'est smooth, etc. Mais en fait, quand tu soulèves et que tu regardes derrière, je sais pas si tu as connu cette histoire-là, moi c'est une anecdote, je sais pas si tu as lu la bio de Steve Jobs ou pas. Non, je l'ai pas lu. Elle est vraiment incroyable, je te la recommande. Il expliquait que genre pour je sais plus quel iPhone, tu sais faire la surface métallique comme ça, il allait au Japon voir les mecs qui taillent comme ça, qui tapent le métal en fait, tu vois, en mode en fer forgé et en mode pour aller voir jusque dans le détail dans lequel ils font, tu vois, et genre à quel point c'est complexe mais que ça te paraît simple quand tu vois le résultat fini, tu vois. Et j'ai trouvé que la métaphore, elle était dingue parce que genre dans tous les projets, et notamment toi, ce que tu fais, ton client final avec, si tu peux expliquer ce que tu fais déjà, c'est bien, pour justement mettre en contexte et en abîme cette phrase-là, justement, cette citation. Carrément. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, en fait, ce besoin de simplicité, il arrive à plein de moments dans nos projets. C'est que nous, on accompagne des marques et des enseignes dans l'accompagnement sur leur stratégie de déploiement en retail physique. Okay. Donc, on les aide à concevoir des boutiques, mais avant, à penser à comment aller se développer en retail. Et donc, pour ça, on a besoin d'intervenir sur différentes phases. Une première, quand on réfléchit, c'est de dire comment tu rends simple la compréhension de ce qu'on va aborder. Tu as des clients qui sont matures, qui connaissent le retail ou qui ont onboardé des mecs qui étaient du retail avant. Donc, ils ont déjà la connaissance et ils ont plein de trucs. Donc, toi, tu viens les aider parce que tu es performant sur un domaine de niche et donc, tu viens leur apporter ce savoir-faire-là. Mais globalement, tu prends un client qui, lui, commence son approche retail. Tu vas déjà devoir lui expliquer, lui faire comprendre certaines choses qu'il n'avait pas encore compris, etc. Et ça, tu dois rendre simple des datas qui sont pas forcément évidentes comme ça à absorber. Donc déjà, c'est comment tu l'expliques. Tu vois, on en revient à ta citation, c'est que en 2-2, je pourrais t'expliquer comment tu vas t'installer, tu vas te déployer, comment on va designer, comment on va aller chercher des clients, etc., etc. Mais en fait, c'est trop d'un coup. Donc, on est obligé de fluidifier toute cette approche-là. Ça, c'est un process, ça fait des années que je travaille là-dessus et que, au fur et à mesure du temps, t'éprouves et tu comprends, suivant si c'est une enseigne, si c'est une marque nationale, une marque internationale. Là, on vient de signer des grosses marques internationales avec un déploiement Europe. Donc, je suis content, on a signé Birkenstock. Et le déploiement énorme. Europe des boutiques. Des boutiques physiques, du coup. Ouais, toutes les boutiques en corner. Donc, les Galeries Lafayette, les grands magasins, etc. Et donc, là, on a déjà 2 jolis projets qui sont en train de sortir. Énorme. Donc, ça, c'est vraiment scale-up pour l'agence et on est hyper content. Mais pour ça, tu travailles encore pas de la même manière. Tu dois simplifier des trucs qui sont à des moments un peu clés. Tu dois leur rendre la vie évidente. Quand on a rendu des projets, on a travaillé sur 2 projets en même temps. Et à chaque fois, on travaillait sur 2 projets en même temps. On devait faire toutes les mises à jour en même temps. Après, on a dû fusionner des projets, etc. pour lancer de la 3D chez eux, pour leur emmener du design, etc. Et pour le coup, tu es obligé de charbonner pour rendre ça fluide, quoi. Et même, je trouve, au niveau, je sais pas ce que tu en penses, même au niveau interne, en fait, tu dois faire simple au maximum pour tes équipes, tu vois, pour leur expliquer à la fois les enjeux et ce que ça va comporter, les process. Et toi, en fait, tu es au milieu de tout ça. Tu sais qu'il y a plein d'éléments à la fois qu'il faut simplifier en interne et en externe, mais en même temps, tu dois composer justement avec tous les petits détails, les petites subtilités, tu sais, ces petits trucs que seul toi, finalement, peut détecter ce que tu baignes dedans depuis des années et des années. Et je trouve que la simplification, elle vient à la fois de ton produit final et de ton service final pour ton client final, mais aussi en interne avec tes équipes et dans ton agence. Je sais pas si c'est quelque chose que tu partages aussi. Tout le temps, en fait, ce qu'il y a, c'est que quand on fait des projets comme ça, on touche à 1000 détails, que ce soit en conception, en design, en production, etc. Et c'est en effet des trucs que tu vois pas. Donc, tout le monde est un peu tout terrain dans le design, a une bonne approche, un bon œil sur le design, mais en fait, il y a plein de trucs, tu dois même théoriquement même pas en parler. Mais c'est induit qu'il faut mettre de l'énergie dessus, il faut aller dans la finition de plein de choses et à tous les moments de la créa, quoi. De l'amont, la stratégie, jusqu'à l'aval, à la mise en place de la boutique. Tu sais, cette moquette qui va dépasser ce tapis qui est mal brodé, ce meuble où il y a un champ ou une porte qui est pas tout à fait bien calée, etc. C'est des trucs, ça te paraît évident.
Mais tout ça, ça fait partie. En fait, dans tous les moments, il y a cette porte mal calée, ce machin, ce truc, cette matière qu'on va sourcer. Est-ce qu'elle arrive à temps? Est-ce que ce revêtement, il va pas se graisser parce que à tel moment, on va le toucher plusieurs fois, ou si on pose des chaussures tout ça, c'est des milliers de détails. Mais au moment où tu conçois un meuble, tu dis on veut qu'il soit chromé et une partie en métal brossé, en machin, etc. Mais en fait, tout ça, dès le début, on commence à le concevoir. On doit penser que donc ces milliers de détails là, on est tout le temps en train d'y penser. Mais ça, en fait, tu en parles jamais au client. Tu en parles pas. C'est ça le savoir-faire d'une agence. À la fin, c'est pas tant de délivrer, c'est pas tant de créer, c'est de savoir tout maîtriser comme ça. Et évidemment, tu peux te foirer parfois. Hein. On fait des tests, on est tout le temps en train d'être challengé. Mais c'est de savoir déjà maîtriser tout ça pour que ça devienne naturel. Et après, tu commences à innover. Après, tu vas avoir des marques. Après, tu te challenges. Après, etc. Tu vois. Et que ton client, lui, s'il trouve ça simple, justement, et qu'il dise oh, ok, ouais, ça a l'air simple et tout, c'est que justement, t'as, je pense, fait quasiment le plus gros du taf, et voire même réussi à dire le plus gros, quoi. C'est là où, quand tu commences à aller voir des grosses marques, au début, tu y vas parce que tu dis, de toute façon, je veux aller casser le game, je veux me challenger, je veux sortir de ma zone de confort. Ce qui est vrai, mais tu sors aussi de la zone de confort de ton client si tu te foires. C'est lui que tu mets dedans. Évidemment, toi, tu vas te challenger. L'agence, elle est peut-être récente, tu montes un nouveau projet, etc. Tu veux aller un peu te challenger toi-même. Donc, tu vas rentrer des nouveaux clients. Là, on est dans une phase où maintenant, c'est différent. On a un certain passif de production, de fabrication, de suivi, d'accompagnement de clients. Clients nationaux, même des clients qui démarrent, et on en a beaucoup, et on sait les accompagner, et des grosses marques, tu vois. Et l'avantage, c'est que tout ça maintenant, on sait le faire, on l'a processé, et on peut aller se challenger ensemble avec des marques. Et je prends plus un risque de développement commercial maintenant, c'est plus la structuration, d'aller chercher des projets encore plus motivants, sans sauter dans le vide à chaque fois, quoi. Okay. Maintenant, on y va, mais tu vois, on est équipé, quoi. T'es dans une autre phase, une autre dynamique. Ultra intéressant. Ultra intéressant. Il y a des choses à dire sur cette citation de Steve Jobs. Ah bah, on peut, ouais, en effet. Est-ce que, donc, du coup, tu veux choisir un sujet entre 1 et 10? Faut que je me rappelle à chaque fois des chiffres qu'on prend, mais normalement, ça va, il n'y en a que 10. Mais, entre 1 et 10, le 4, c'est mon 4. chiffre. Ouais. La création, le mot création, ça t'évoque quoi? Je pense des milliers de choses, mais... Clairement, je crois que c'est ça doit être le premier sujet. En tout cas, ça se rapproche, mais je me suis toujours juré, et ça c'est un truc perso, tu vois, mais je me suis toujours juré de créer des choses, tout le temps. En fait, ça c'était un de mes mantras plus jeune, quand j'avais une vingtaine d'années. Je me suis dit, gars, en fait, ce que t'aimes faire, c'est créer. Donc, monter à bord de nouveaux projets et des projets de clients, parce que tu vois, encore une fois, je te dis, je suis agence. Maintenant, j'ai un projet, on en parlera, mais j'ai un projet à côté qui est un projet marque. Donc, on porte vraiment, où on fait de la création autour d'une marque. Mais globalement, depuis gamin, je voulais toujours créer. Fabriquer des trucs, imaginer des trucs, designer, etc. Donc, s'il y a bien un mot, pour le coup, je tombais dans le mille, mais s'il y a bien un mot, c'est ça. C'est je suis fan de ça. Tous les nouveaux projets, et je me suis dit, 2024, arrête, stabilise. T'as beaucoup de projets en même temps qui sont en train de démarrer, qui ont des leviers différents. Stabilise, mets-toi dessus, transforme, et après, continue. Mais moi, c'est un hachoir. Je suis attiré en permanence dans la création de nouvelles choses, nouveaux trucs. J'arrête jamais. Et est-ce que j'ai 2 questions. Est-ce que toi, tu te considères forcément comme un créateur, mais est-ce que dans tes équipes, justement, ou avec des personnes que tu côtoies, tu arrives à avoir ce côté un petit peu de personnes qui te disent, ou qui te font comprendre de manière indirecte, genre structure, optimise, supervise, tu vois, et genre de pas être tout le temps dans ce truc de création, tu vois, parce que t'as à la fois des personnes où c'est naturel comme chez toi, où t'es toujours là pour créer, et t'as d'autres personnes qui sont ultra bons dans l'optimisation, genre en mode te dire, t'as pensé à ça, t'as optimisé ce petit truc là, ah mais tu lui as dit que tu faisais comme ça, mais est-ce que si tu faisais un petit peu autrement pour essayer de gagner du temps, pour faire ci, qu'est-ce que t'as comme avis justement en fait dessus, déjà le principe de création, il est hyper large, tu vois. Tu peux créer pour le compte de client, tu peux créer pour toi, tu peux créer pour ton plaisir, pour ton loisir. Moi, j'ai un équilibre vie pro, vie perso qui est juste, c'est le premier truc qui m'importe. C'est quel équilibre j'ai dans ma vie, tu vois. Ça, je pense qu'il y a une histoire de maturité, de temps qui passe, de projets que tu fais bien, que tu fais pas bien. Bon, bref, comment dire, c'est de l'apprentissage permanent, et c'est comme ça. Mais cet équilibre-là dans la création, c'est autant de faire des trucs perso pour m'amuser, et autant créer dans la vie pour le business. Mais ça n'empêche que optimiser
certaines choses dans ta boîte, bah, c'est passer du temps à réfléchir, à innover. Ouais, c'est vrai. Quand tu commences tôt, en fait, à entreprendre, à faire des trucs dans la vie, à 20 ans, tu as plein de trucs que tu n'apprends pas à l'école. J'y étais plus. 100%. Ça m'a stressé pendant des années. J'avais quand même assez honte de ne pas avoir fait d'école, de trucs, etc. Aujourd'hui, je me suis dit, en fait, j'ai pris que des voies un peu, tu vois, intermédiaires, que des chemins un peu à côté de la route. Mais globalement, j'ai créé moi-même des façons de faire certains trucs. Et ben, parfois, tu vas plus vite. Parce que tu t'enlèves des freins potentiels, tu t'enlèves des trucs. Et ça, pour moi, ça fait partie du processus de création, de se dire, bah ok, comment demain tu vas monter une agence et faire en sorte qu'elle dure, qu'elle soit performante, qu'elle soit créative, qu'elle soit tout ce que tu veux. Bah, faut créer une manière de penser aussi. Ouais, bien sûr. Donc, tu vois, ça, c'était un peu la façon de faire. Et ça m'a accompagné tout le long des nouvelles boîtes qu'on puisse se créer, des nouveaux projets qui sont arrivés, parce que à chaque fois, c'était une nouvelle envie, une envie de créer, de mettre sa patte quelque part, de brander quelque chose. Ouais, c'est un mantra qui t'a guidé et tu as réussi à le mettre un petit peu partout finalement. Ah, mais clairement, mais ça fait partie de ma vie, hein, pour le coup. Et du coup, la deuxième question là-dessus, je vois que tu as pas mal de choses à dire, c'est le côté, tu dis, quand j'avais 20 ans, mais est-ce que toi, tu as des souvenirs lointains où tu avais déjà un peu ce truc-là, tu sais, en mode en étant vraiment gamin, tu t'es dit, je sais pas, ça ressortait de ton caractère naturellement, d'où ça te vient et comment tu l'expliquerais? Ah bah, moi j'ai commencé gamin, j'étais dans la boîte à outils de mon père Ouais. et j'ai toujours fabriqué des trucs. Mais Non. aussi longtemps que je me rappelle, j'étais toujours en train de bricoler un truc, tout le temps. Et je pensais même pas. D'ailleurs, gamin, je me dis, quoi, un peu plus, tu vois, ado, machin, etc. Pour moi, je faisais un métier manuel. C'était sûr. Parce qu'il fallait que je touche tout le temps, il fallait que je fabrique des trucs, Fallait etc. que tu crées quelque chose de toi-même Tout le temps. et ouais, vraiment Mais comme la plein de création. gosses, hein, tu démontes à milliards de merdes, tu soudes des trucs ensemble, etc. Tu vois, l'école, j'étais pas un fan d'école, je me débrouillais bien, tu vois. Mais en vrai, moi, ce qui me faisait marrer, c'est d'aller en techno, de souder des trucs, de faire des plans, tu vois, de comprendre les rouages de chaque truc, tu vois. Je démontais tout le temps des machins, mais je les remontais. Ça, c'était mon truc, quoi. Et depuis toujours, j'ai toujours fabriqué des trucs. Énorme. Ouais, donc c'est vraiment, t'as ça dans le sang, quoi. Ah ouais, clairement. Super intéressant. Allez, un autre chiffre. Allez, le 6. Le 6, la famille. Qu'est-ce que ça t'évoque? Ah, sujet quand même. Bah, la Le famille, mot c'est famille, ouais. pour le business, c'est un truc qui est particulier parce que, quoi, clairement, moi, j'ai eu, je t'en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont donné une certaine liberté dans les choses à faire, dans la possibilité, en fait, surtout, et de la confiance. De se dire, fais-toi confiance à un moment donné, tu vois. Alors, excès ou pas de confiance, j'ai eu la chance d'avoir parfois, je pense, des excès de confiance, mais qui m'ont laissé le goût de toucher 2-3 trucs dans lesquels je serais pas forcément allé, d'avoir des goûts un peu de choses belles, de trucs que je pouvais pas forcément me payer. Mais ça m'a donné l'envie d'aller voir et de me booster. Et voilà, j'ai un frère aussi, j'ai un grand frère, qui lui m'a donné une espèce de culture, déjà qui a 5 ans de plus que moi, mais qui m'a emmené une culture de plein de trucs de la vie, parce que c'est ton grand frère, parce que tu regardes, parce que tu apprends, etc. Même s'il est parti assez tôt de la maison, parce que lui, il a bossé assez jeune aussi dans l'hôtellerie, donc il est parti tôt. Mais voilà, moi, ça m'a guidé un peu dans ce truc-là, dans ces valeurs-là. Et après, tu as aussi tout l'écueil de la famille, c'est que tout ce que tu fais, c'est génial, bravo. Alors, j'ai une mère qui est comme plan de mère, je pense, mais t'es magnifique, t'es le plus fort et t'es le plus beau. Bien évidemment. Oui. Et ça, parfois, tu vois, tu te dis, bon, écoute pas trop ça, parce que tu peux avoir à un moment donné à dire ta famille, forcément, soit elle va te dire que c'est génial et elle va te pousser, et tu peux avoir l'écueil de te dire, ah ouais, bah en fait, j'ai pas réussi, je comprenais pas pourquoi, tout le monde me disait que j'étais le plus fort. En fait, voilà, si ta famille, elle t'aime, elle va forcément t'encourager, tu vois. Et c'est pas vrai tout le temps, mais en tout cas, moi, ça a été le cas, tu vois. Et tu penses que ouais, ça a été, enfin, je suppose que oui, mais du coup, un vrai support et un vrai guide pour toi. Est-ce que c'était un socle? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, je pense comme beaucoup de personnes, tu as toujours le truc de se dire, et si ça foire, ou comment ça fait? Est-ce qu'ils seront là? Est-ce qu'ils auront la même vision de moi? Est-ce que tu l'as vécu? À un moment donné, tu as eu des pressions vis-à-vis de ça? Tu as eu des changements un petit peu pareil de paradigme? Parce que forcément, entre quand tu as commencé et maintenant, tu as peut-être dû voir plein de phases différentes. Quand tu commences, quand tu n'as rien au début. Moi, à 22 ans, j'étais au tribunal pour clôturer une boîte. C'était le jour de mes 22 ans en plus. 22 septembre, bam, jour de mes 22 ans. 22 ans, 22 septembre. Ouais, bam, je clôture une boîte. Ah ouais. Ma première. C'était quoi comme boîte? C'était ma boîte où on faisait des fringues, etc. Tu vois. Ok. Et on se fait dégommer, on clôture une boîte et tout. Et en fait,
Bah, en fait, non. J'ai pas eu l'impression d'avoir trahi un truc. Au contraire. Moi, j'étais dans l'apprentissage. J'ai toujours une vision assez positive de ce que je fais, même quand je galère, même quand j'ai des soucis de plein de trucs. J'essaie toujours de me dire, de toute façon, c'est un temps donné. De toute façon, tu vas apprendre, tu vas avancer. Donc là, ta famille, elle a du sens parce que, évidemment, elle te dit un peu ce que tu as envie d'attendre aussi. Forcément. Ouais, putain, c'est pas que de ta faute, tu vois, il y a eu tel truc, c'est pas toi, c'est pas machin. Au fond de toi, tu te remets en question. Au fond de toi, tu fais le chemin et tu essaies de comprendre pourquoi dans les échecs. Mais globalement, ben, eux, ils sont là pour ce soutien-là, en fait. Ouais. Même si tu l'entends pas trop, tu sais qu'il est là et tu vois, ça a du sens. Après, franchement, c'est aussi un levier. Moi, j'ai essayé d'épater un peu, tu vois. J'ai essayé de leur dire, tiens, regarde, j'ai envie que j'ai envie que tu sois fier de moi pour ce que j'ai fait pour mes accomplissements et pour le travail que j'ai fourni. Ouais, ça peut être un ego trip un peu bizarre, hein, mais clairement, moi, c'était un levier aussi. Essayer de dire, regarde, tu vois, parce que tous ceux qui m'ont dit à un moment donné, ah, vas-y. Et il y en a eu plein qui m'ont dit. Ma première marque, il y a eu plein de mecs qui m'ont chié dessus. Et je recevais des messages, il y a des gens qui m'appelaient en masqué. À l'époque, il y avait pas de. Je recevais des numéros en 03 machin, etc. On recevait des messages sur notre premier site e-commerce, des insultes et tout. Ah ouais. Et là, tu te dis, mais franchement, je me dis, un jour, je les mange ces gars-là, quoi. Et tu sais, au fond de toi, c'est même pas la revanche. Oui, c'est juste ça te nourrit un petit truc en mode. Tu te dis, ça te nourrit un truc. Ouais. Ça te nourrit un truc en toi, je pense. Clairement. Et du coup, et ça, même pour ta famille, tu te dis, allez, t'as envie de montrer ce que tu sais faire, tu vois. Donc ça, c'est un booster quand même. Et tes parents, ils étaient entrepreneurs justement ou pas? Ils étaient dans ce truc-là ou pas du tout? Non, c'était pas leur délire, tu vois. Mais ils avaient l'ouverture d'esprit d'entendre, d'écouter, et trouver ça cool, tu vois. Et même aujourd'hui, je pense que ça les a poussés à faire des trucs qu'ils faisaient pas forcément avant, tu vois. Donc on inverse les rôles. Ouais, ça a une influence forcément un Carrément. petit peu. Moi, je trouve ça génial justement, le fait que tu puisses, même si t'as pas forcément un entourage de base qui est comme ça, et ben c'est pas non plus un indicateur qui va déterminer plus tard ce que toi tu seras, etc. Si toi t'en prends conscience et tu sais que ce que t'as envie de faire c'est différent, tu vois. Bah c'est là où l'éducation qu'on te file, elle a 1 million de fois plus de valeur, quoi. Elle est infinie en termes de valeur par rapport à ce qu'on peut transmettre immédiatement. Toi, il aurait pu me dire, bah, je vais t'apprendre mon métier, mon père, voilà. Alors lui, il était commercial, technico-commercial, et après, il a monté pour une boîte qui était internationale, donc il a quand même beaucoup bougé, et il avait un poste qui était challengeant, intéressant, etc. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Lui, il a commencé, il était dessinateur industriel, il faisait, tu vois, et après, il faisait du contrôle qualité, etc. Donc, tu sais, il a gravi les échelons, tu vois. Énorme. Et du coup, ma mère, elle travaille dans le milieu médical, donc tu vois, encore un autre univers. Et tes parents, à ce moment-là, ils peuvent se dire, bah tiens, moi, je t'apprends ce que je sais faire, et puis toi, paf, tu fonces. Non, eux, ils se sont dit, alors moi, je l'ai perçu comme ça, je sais pas ce qu'ils se sont dit en vrai. Ouais. Mais tu te dis, bon voilà, tiens, ouvre ton esprit, tu vois. Ah, regarde tout ce que tu peux faire avec ce que tu as autour de toi, regarde, tu vois. Énorme. Et ça, alors je sais pas comment ils ont fait, mais moi, je l'ai ressenti comme ça, quoi. Trop bien, trop bien. Allez, un autre chiffre. Donc là, on a fait le 4 et le 6. Le 2. L'immobilier. Qu'est-ce que ça t'évoque? Bah, ça m'évoque... bah ça, c'est pareil, j'ai commencé jeune. Je crois que ça devait être 22 ou 23 ans. J'ai une vraie question par rapport à ça. Ouais. On attend souvent un truc parce que tu dis que tu as commencé jeune, tu avais 20 ans, et du coup, tu n'as jamais été salarié de ta vie quasiment, ou pas? Non, j'ai été en CDD quelques fois sur une des boîtes d'événementiel au départ. Ouais. Ok. Mais du coup, non, j'ai jamais eu de CDI. Du coup, comment tu as fait pour commencer l'immobilier justement avec une situation comme ça? Souvent, on entend que il faut absolument avoir un CDI pour emprunter, pour... Alors, le contexte peut varier, attention, hein, c'est pas des conseils d'investissement ni en immobilier, ni voilà, mais justement, toi, qu'est-ce que tu en penses de ça, de ce discours-là? Parce qu'on entend quand même beaucoup parler, et moi le premier, tu vois. Donc, bah, de toute façon, ces croyances-là. Globalement, c'est pas toi qui fais le marché. Donc, à un moment donné, tu as des moments qui sont plus propices que d'autres pour acheter de l'immobilier, tu vois. Là, moi, je me posais pas trop cette question. J'ai acheté un moment où c'était déjà cher à l'époque. Ça devait être en 2011, je crois. D'accord. C'était un moment où c'était déjà assez élevé. C'était un peu la bulle. C'était au-dessus de la bulle, tu vois. Mais je m'en fous. Moi, j'arrive à ce moment-là, donc j'ai acheté. Donc, je me préoccupais pas du tout. Tu vois, il y a un truc aujourd'hui, c'est que tu as une saturation de l'information. T'as certainement plein de gens qui vont regarder tes podcasts, qui regardent aussi plein d'autres podcasts ou plein de mecs qui tapent sur leurs vidéos YouTube, là, sur leur pub en disant tiens, je vais t'apprendre à faire de l'IMO.
Moi, j'avais pas ça. Il y avait un Dailymotion flingué à l'époque, mais c'était même pas monétisé. Ouais, Il y c'est avait vrai. pas de plateforme comme ça. Ouais. Donc, tu commences, t'écoutes des gens autour de toi. J'avais la chance d'être entouré par quelques potes qui avaient une dizaine d'années plus que moi, qui eux faisaient leurs investissements aussi. Ils avaient une grosse trentaine d'années. Moi, j'avais une vingtaine d'années. Et en fait, je les écoutais et j'ai juste fait comme eux. Donc, trouver un appartement qui me paraissait bien placé, je l'ai acheté. Puis en fait, je me suis dit direct, bah en fait, je vais le louer. Puis je vais racheter un autre appartement. Et c'est comme ça que ça a commencé. Mais c'est à ce moment-là, le marché et la banque et le marché, etc., étaient propices à faire ce que je voulais faire à ce moment-là. Donc j'ai dû profiter. Je devais être à l'époque, il se peut que j'ai eu un CDD ou deux, quelques CDD qui s'empilaient. Mais globalement, c'était pas si compliqué. Et les sommes, elles étaient pas énormes. J'ai commencé avec un truc à 70 000 euros, un truc comme ça, tu vois. Ouais. Et donc j'ai fait ça, j'en ai acheté un, et puis je l'ai mis en lock direct. Et j'en ai racheté un 6 mois après. Et puis ça a commencé comme ça, en fait. Ok. Et c'est un domaine pareil. Tu retrouves cet aspect de création. C'est quoi qui t'a motivé là-dedans justement? C'est quoi le truc qui t'es dit faut que je le fasse? Alors peut-être pour le côté investissement, mais est-ce qu'il y a ce côté un peu création en mode je retape l'appart ou tu vois des trucs comme ça? Clairement, ça a été, je crois que c'est un des premiers leviers, c'était ça, hein, d'acheter une poubelle et de le refaire, quoi. Ouais. Parce que déjà, t'as un truc à toi, tu te dis, t'y mets forcément de la valeur. Tout le temps que tu passes, alors au début, moi, je faisais tout seul, tu vois. Mais tout le temps que tu passes, alors j'ai eu mon père qui m'a aidé, hein, je dis tout seul, mais c'était tout fait Oui, à d'accord, la main, ouais, quoi. tout fait, Et tout le temps que tu passes, bah, tu sais que tu crées de la valeur. Ok. Tu vas dedans, tu commences à décoller du papier peint et recoller un papier peint même flingué neuf, t'as apporté une valeur de ouf. Ton temps, ça s'est transformé en argent. Potentiellement, tu le vois comme de la valeur. Ton appartement, il a pris de la valeur. En location, il prendra de la valeur, etc. etc. Et ça, moi, j'adorais. Donc, travaux, embellissements au max, etc. Et j'avais déjà une fibre un peu de déco, de trucs qui me plaisaient. Ouais. Donc, forcément, j'avais envie aussi d'y mettre ma patte. Et ça a commencé comme ça. Et donc, l'IMO, aujourd'hui, moi, c'est plus ça qui m'intéresse. Trouver des appartements qui sont, tu vois, qui sont un peu des poubelles immobilières. Et puis, en faire un truc très joli. Et du coup, lui donner une valeur perçue qui est élevée, quoi. Ok. Et tu fais ça sur une seule et même zone géographique ou toi, c'est quoi un peu ta manière de fonctionner à titre perso Non, moi, là-dessus? c'est le secteur géographique localisé. Parce que quand t'as une notion de service quand même, si tu loues des apparts à des gens, il faut que tu sois pas loin, quoi. Après, pour le gérer, parce que j'ai envie de le gérer un peu moi, etc. Donc, non, c'est plutôt ici, à Dijon, quoi. Finalement, c'est vrai que c'est vachement en lien avec ce que. Ouais, c'est vrai que chaque petit domaine, finalement, tu vois, de création, c'est vrai que c'est le mot qu'on a utilisé de base et tu le retrouves vraiment partout, à la fois sur ton pro, même dans ton perso, peut-être avec tes investissements et ce mot-là. Donc, c'est quoi ta vision justement là-dessus, un peu plus sur l'IMO, tu vois, par exemple, là, en 2024 et avec quand toi, tu as commencé en 2011, justement, un peu, c'est quoi les différences majeures que tu regardes ou les trucs que tu te dis, ça a évolué dans telle tendance ou. Globalement, t'as une espèce de stabilité dans l'immobilier qui peut être rassurante. Donc, ça n'a pas trop bougé en termes de. Tu vois, tu te dis, t'achètes de l'immo pour faire du locatif. Ok. Bon, tu sais que ça va te permettre de financer des sommes sur des années, et puis qu'un jour, tu t'y retrouveras. Faire ça pour gagner de l'argent, il faut vraiment passer beaucoup, beaucoup de temps. Faut tout optimiser, donc il faut bien connaître le marché. L'avantage de passer beaucoup de temps ici dans la région et que depuis tout petit, c'est que les quartiers, les trucs, tout ça, tu les connais. Donc tu peux essayer de sentir. Ouais, tu sens un peu le. Mais c'est très lié à ton feeling, etc. Tu vois, j'ai pas plus étudié le marché que ça, mais Ouais. les années font que tu commences à apprendre plus, à connaître un peu mieux les banques. Ta manière de négocier, elle est très différente. Tu viens plus voir une banque en disant bonjour, je veux de l'argent. Tu viens voir une banque en disant j'ai un beau projet, regardez, j'ai déjà travaillé dessus, J'ai il est de situé l'argent. là, le passage. Non, même pas. Moi, je suis Ouais. allé les voir. Dis-toi, quand Ah ouais. on a monté une SCI il y a quelques années avec un pote, en partant d'un bien qui était à diviser. Ah Et ouais, ok. on prend ce bien-là, on le visite, on dit OK, on achète, on fait une proposition, tac, tac, tac. Ça passe, proposition acceptée et tout. Je vais voir la banque, moi, tranquille. Hein. J'avais déjà quand même fait 2-3 trucs. C'était il n'y a pas si longtemps, tu vois, quelques années. Ok. Et là, ils me disent bah non, t'es pas finançable. Je sais pas pourquoi. Parce qu'on avait, tu sais, il y avait l'agence à côté, D'accord. mon ancienne agence, on avait racheté des actifs, on avait fait quelques mouvements, etc. Et on n'avait pas des bilans qui étaient parfaits, tu vois. Et elle me dit ah non, les bilans, c'est chaud et tout, machin, on ne te finance pas. Ouais. Une banque, 2 banques. Là, je commence à me dire c'est la merde, je viens de monter un truc avec un pote et moi, je reste sur le carreau, quoi. Impossible de financer le bien, quoi. Ouais. Enfin, Et là, j'ai dit non, c'est pas possible. Donc, j'y suis retourné. Moi, j'ai fait un deck, comme si je présentais un client. J'ai fait un deck. Bonjour, voilà, je t'explique le truc, etc. Et là, on a réussi à sortir une ligne
Excellent. Et le projet a été lancé. Et en fait, ça a été beaucoup plus fort que ce qu'on avait pu imaginer. Mais parce qu'en fait, on y allait d'une autre manière. Et ça, c'est un des secrets. C'est un des trucs que j'explique, tu vois, à des potes qui me posent des questions. C'est, va pas demander de l'argent, quoi. Viens avec un projet, viens avec un lieu placé à tel endroit, qui va apporter tant de valeur. Le locatif dans tel coin, c'est ça. Une étude, quoi. Viens avec des billes, quoi. Et viens, tu parles à quelqu'un qui va être ton partenaire dans le truc. Moi, j'ai une liste de partenaires dans mon deck. Il y a mes banques. C'est mes partenaires. Je les appelle, je les remercie, je les trucs, on travaille ensemble, quoi. Ok, ça va être compliqué là. Ok, comment on fait pour que ce soit pas compliqué? Faudrait trouver tel truc. Ok, bon, ça je peux, mais ça je peux pas. Comment on peut faire? Peut-être en faisant ça. Ok. Tu construis. Énorme. Ouais. Super intéressant. L'immobilier. Très bon sujet. Allez, un autre, pareil, au hasard. Allez, le 10. Ouvrir un pop-up store en 2024. Je pense que... Là, on va faire 3 heures là-dessus. Hein. C'est parti. C'était forcément un incontournable, mais est-ce qu'il y a, pour info, je pense que tu sais très bien, Sophia, qui est venue sur le dernier épisode et qui on a beaucoup échangé sur Bicollagène. Et justement, ça peut être sympa que tu expliques toi ta vision des choses et sur l'aspect pop-up store et même en plus du concept et de tout ce qui s'ensuit. Ouais, ouvrir en 2024. Alors pour le coup, c'était en 2023 parce que c'était en novembre, le 28 novembre 2023. C'est ça. Mais ce qui était fou, c'est qu'en 2 mois, en 1 mois et demi, on sort une DA, une créa, etc. et on s'implante. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on accompagne plein de marques depuis très longtemps. Ce sujet, il va durer longtemps. Hein. Je te le dis parce que, en fait, tout est lié. C'est fait pour. Dans la stratégie, tout est lié. C'est qu'on accompagne énormément de marques depuis longtemps sur la création de pop-up, de kiosques et de boutiques. La création des pop-up dans l'agence, chez Share Client, c'est à peu près 70% des dossiers, ils rentrent par du pop-up store. D'accord. Donc, c'est énorme chez nous et surtout, c'est un terrain où on s'amuse beaucoup. Mais ces clients-là, pop-up store, c'est soit des marques du digital, des DNVB, soit des enseignes qui ont déjà du retail, etc. DNVB, tu peux expliquer rapidement ce que c'est DNVB, en fait, c'est les digital native vertical brand, qui sont des marques qui vendent en direct, notamment par le biais du e-commerce, des produits qu'ils ont conçus, Kabaya, My Jolly Candle, etc. Inga, par exemple. Bref, il y en a plein. Et donc, ces marques du digital, pour les actionner, elles ont plusieurs problématiques, dont aller en point de vente physique, se rendre compte de la complexité d'arriver en physique avec du mobilier, du machin, etc. Et donc, nous, on sait assez bien les accompagner. On connaissait bien le milieu, parce qu'on a posé des centaines de pop-up depuis une dizaine d'années que je fais ça, j'en ai pour le coup des centaines. Et donc, on connaît très bien le moment où on crée, on les aide à créer, on les met en relation avec différents partenaires parce qu'il y a besoin de solutions de paiement, il y a besoin de caisse, il y a besoin de plein de choses. Donc, on les met en relation avec des partenaires. Et ensuite, on installe et puis eux, ils exploitent. Mais en fait, l'entretemps entre l'exploitation, la mise en place et l'exploitation, nous, on ne voit pas ce qui se passe. Eux, ils sont un peu seuls face au site sur lequel ils vont s'implanter, donc à signer leurs baux commerciaux, etc., etc. Et donc là, je rencontre Sophia, elle me propose une idée, tu connais l'histoire, on se met à travailler dessus, et là, je me dis, ok, ça peut être intéressant en fait d'avoir l'envers du décor. Et au moment où j'ai l'envers du décor, en fait, je vais apprendre plein de trucs moi-même sur ce que mes clients vivent et que moi, je vois jamais. En mode insider du truc à 2000%, encore plus que ce que tu l'étais déjà en fait. En plus de créer une marque, création, en plus de s'implanter en physique, en plus de tester un nouveau truc sur un sujet qui a une traîne particulière et un moment de maturité dans ta tête où tu te dis j'ai peut-être les contacts pour faire en sorte que ça accélère plus vite que prévu, tu vois, plus vite que si je commençais de zéro. Donc tous les voyants ouverts, boum, on accélère, on installe du coup un pop-up store dans les Galeries Lafayette. Et l'idée, c'était de dire, par le biais de mes contacts, qui m'ont, eux, poussé des emplacements dans les Galeries Lafayette, c'est l'avantage, parce que j'ai plein de relations qui ont, eux, des emplacements, qui cherchent des marques. Et donc là, ils m'ont dit, tiens, il y a un truc, est-ce que tu veux t'implanter? Donc on y va, on s'implante en pop-up store et on ouvre, du coup, Bicollagène Café. Donc cette marque qu'on est en train de pousser et qui est un bar sur lequel, un café plutôt, un café et smoothie et avec du collagène dedans. Donc, et ça, c'est excellent parce que j'ai vu plein de trucs que j'avais pas imaginé. J'ai appris énormément et là, ça me fait encore un nouveau levier pour le personal branding, pour l'agence, pour le savoir-faire même des équipes. Toute l'équipe s'est mise autour. On a tous charbonné pour sortir le projet, concept. Ouais. Et ça, c'est excellent, quoi. Et du coup, je pense aussi quand tu es vraiment un insider et que là,
as tout le cycle de prod et le cycle de création, enfin tous les cycles en fait où tu baignes dedans. Des fois, tu as aussi les petites difficultés, des fois opérationnelles que tu pourrais rencontrer. Tu te dis, ah putain, mais c'est vrai que il y a ça aussi, ou peut-être que j'avais pas pensé, ou telle chose que j'aurais pu faire mieux. Et justement, ça, ouais, en fait, tu te nourris et en même temps, ça nourrit ta boîte, ça te nourrit toi, et c'est un cercle assez vertueux, quoi. Et du coup, En fait, t'as raison, c'est qu'il y a 1000 trucs qu'on n'avait pas vus. Parce que. comme quoi, par exemple? Mais typiquement, l'exploitation. Ouais. Moi, j'exploite jamais. J'accompagne mon client jusqu'au moment de l'exploitation. On fait aussi du sourcing de force de vente. Donc, on a des partenaires qui vont chercher de la force de vente supplétive. Donc, ils vont te booker les bons vendeurs, etc., suivant ton produit, les former, etc. Mais globalement, l'exploitation pure et dure d'un kiosque, comment tu badges tes salariés, tes vendeurs? Faut qu'ils aient le bon badge pour entrer au bon endroit aux Galeries Lafayette, ta réserve, tes trucs de stockage, tes complexités. Là, il y a de la food. Donc, on a des complexités de stockage, de froid, de nettoyage, de la vaisselle. Mec, il y a 1 million de trucs. Mais moi, je disais à Sophie au départ, mais non, ça, il n'y a pas besoin. Ça, il n'y a pas besoin. Ça, c'est bon sur le format, etc. Mais en fait, en exploitation pure, elle savait qu'on allait se prendre un mur. Donc, elle me dit, non, ça, il faut. Et du coup, tu apprends. Sur ma partie métier, franchement, c'était facile. C'était facile. En 1 mois et demi, on fait tout, on part de rien. Et 1 mois et demi après, c'est posé. On part de rien. Une idée. Tiens, on fait un bar au collagène. Ouais, c'est posé, quoi. Enfin, physiquement, c'est là, quoi. C'est là. Ça, t'y allais. Ça, une gueule, un truc, un concept, machin, ça marche. Les gens, ils trouvent ça hyper mignon. On a plein de trucs qui sont bien faits, sur mesure, brandés, etc. Et en fait, nous, ça, c'était la partie facile. Mais en fait, tout ce que j'apprends derrière et tout ce que j'ai ramassé derrière, c'est énorme. Parce qu'en fait, il y a que ça soit l'exploitation, que ça soit le staff, que ça soit derrière développer une marque, c'est jusqu'où tu vas, les collabs que tu vas créer, etc. Ça, c'est le côté amusant. C'est qu'il y a plein de nouveaux trucs à essayer, il y a plein de nouvelles choses à faire, et du coup, tu peux appeler les gens et ton réseau facilement, et ça se déclenche vite. Et c'est là où il y a un terrain magnifique là-dessus, sur la partie marque en tout cas. Énorme. J'allais dire du coup quels seraient un peu pas tes conseils, mais pour une marque pour ouvrir un pop-up store en 2024, appelez Cher Client du coup, mais ouais, une boîte qui veut s'implanter, enfin ça représente quoi en termes de manière plus globale, tu vois, une vue plus macro sur, tu sais, souvent l'image du pop-up store, on a déjà c'est quoi vraiment un pop-up store, tu vois, parce qu'il y a pas mal de gens, je suis sûr, qui ne connaissent pas ce que c'est. Moi le premier, j'ai pas une grande connaissance du truc, et quelle forme ça peut prendre, et d'un point de vue macro, ça représente quoi en 2024, et c'est quoi l'intérêt en fait d'avoir un pop-up store, et c'est quoi concrètement? Bon, il y a beaucoup de questions. Mais globalement, tu reprends la genèse, c'est que l'idée, c'est de faire un happening avec ta marque, avec une marque, avec une enseigne, peu importe, mais d'arriver dans un endroit et de capter un flux qui est présent, un parvis de gare par exemple, un hall d'aéroport, ou un mall dans un centre commercial. Donc là, tu as un flux qui est là pour faire du commerce, qui a du temps de cerveau disponible pour ça, et toi, tu te mets en plein milieu et tu fais une expérience particulière avec ta marque. Imaginons tu fais des chaussures de sport, tu fais un énorme tapis de running et tu démontres que tes chaussures elles t'aident à courir 10 fois plus vite ou 30% plus vite ou un meilleur rebond. Et si tu fais ça, potentiellement t'apparais à un endroit où on t'attend pas, tu crées une expérience particulière, tu vas du coup séduire des clients potentiels, des prospects qui vont devenir potentiellement des clients, etc. et qui vont devenir consommateurs de ta marque, et puis à un moment donné tu disparais. Tu pars, tu crées une autre expérience ailleurs, tu fais autre chose. Le but du pop-up store, c'était d'apparaître et de disparaître, et dans des lieux de flux. Donc, partie de ce principe-là, tu as beaucoup de marques qui se sont dit « Ah tiens, on peut créer des choses intéressantes avec ». Et c'est comme ça qu'en fait, tu te dis « J'ai une marque, je commence. Comment je peux fédérer de nouveaux clients ?» Tu peux faire du e-commerce. Maintenant, il y a pas... Tu mets un branche à un Shopify ou un Squarespace, ce que tu fais, tu peux faire du e-commerce en pas longtemps. Tu peux faire du e-commerce, tu peux commencer à développer ta marque, tu vas te rendre compte que tu vas donner beaucoup d'argent à Meta. Quand tu vas commencer à en donner beaucoup, tu vas te dire « Attends, est-ce qu'il n'y a pas d'autres leviers ?» Même si tu étais convaincu que le retail traditionnel, le brick and mortar comme on dit, vraiment les magasins physiques, tu te dis que c'est pas encore pour toi, mais finalement à un moment donné, soit par essence ça le devient, parce que tu te dis je claque tellement à essayer de faire passer des gens devant ma boutique e-commerce que finalement je me mettrais sur un pas de porte dans une rue ou dans un centre commercial, même avec des milliers d'euros de loyer, en fait je capterais aussi des gens, tu vois, mais sans cliquer sur sans pousser de l'ADS. Et donc cet équilibre-là fait que certaines marques avec certaines maturités se disent « Ok, il est temps pour moi d'y aller ». Et donc, quand il est temps pour toi d'y aller, tu réfléchis à comment tu peux te déployer,
faire un essai en pop-up store, c'est génial parce que c'est quelques mois ou quelques semaines, même quelques jours. Et du coup, tu limites des risques financiers énormes. Tu prends pas de baux sur 3, 6, 9 ans. Tu es là quelques mois, tu testes ta marque, tu testes tes messages, tu rencontres des gens et surtout, tu repars avec du feedback à fond, en plus d'avoir vendu des produits. Oui. Et c'est ça qui est génial dans le pop-up. Et il y a plein de réseaux qui se sont créés grâce à du pop-up, genre Kabaya. D'accord. Tu connais Kabaya, les sacs Ouais, à dos. les sacs à dos, ouais. Moi, c'était mon tout premier devis dans ma première agence de design. Énorme. C'était pour Bastien Valenzy et c'était de dire, OK, on veut un bar à bonnets. Et on avait créé un bar à bonnets. On avait designé ça pour mettre dans les centres co. Et ça, c'était un de ces leviers de retail physique. Okay. Avec des bars à bonnets où tu prenais les pompons, tu les choisissais, tu les clipsais sur ton bonnet et tu choisissais tes trucs. Mais c'était un vrai happening. Et il faisait ça l'hiver. Puis après, ça a continué. Et puis maintenant, il ouvre des boutiques, etc. Tu vois. En fait, c'est une création. En fait, c'est créer une expérience. Au-delà de créer un simple point de vente physique retail, c'est créer une expérience. Parce que du coup, il faut être... Pas que. Parce qu'il faut que ça coche plein de cases. Alors, ça dépend. Tu peux créer une expérience. T'es Samsung, Dyson, qui tu veux. Tu crées un pop-up. Tu vas faire plus un happening de marque. Tu vas dire, on est Samsung, tu t'en fous de vendre des smartphones. Quand j'y crée une expérience, c'est au-delà de dire en mode je suis une nouvelle marque de chaussures de sport ou je suis une nouvelle marque de vêtements comme ci, comme ça. C'est oui, clairement. Tu vois ce que je veux dire, c'est ça. Quand je parle de créer une expérience, c'est vraiment sur cet aspect-là. Tu vois. Si tu es une marque, dans tous les cas, juste poser ton produit, ça suffit pas. Ouais, tu arrives avec un vrai concept. Il faut créer un truc qui soit étonnant, tu peux aller sur l'humour. Tu peux aller sur l'expérience, tu peux aller sur... t'as tout, la lumière, il faut jouer avec tout, en effet. Et ça, c'est toi qui l'imagines, justement, avec Cher Client. Vous le faites, vous, toute cette partie créative, où des fois, les marques peuvent arriver et vous dire, je sais pas, moi, j'arrive avec mon idée, mon concept en tête, et vous arrivez, vous dites, ouais, mais ok, on peut faire ça, ok, très bien. Ou en mode, toi, tu peux complètement refaire le truc et te dire, et si on essayait ça, et si on essayait ça. Et tu as des anecdotes un peu osées comme ça, justement, que tu as... Clairement. Déjà, tu as pas mal de marques qui connaissent bien leur branding ou qui ont un bon branding et du coup, ils connaissent bien leur positionnement. Là, tu as un avantage, c'est que tu pars déjà avec des éléments. Ok. Tu as beaucoup d'autres marques qui ont commencé en e-commerce, mais qui n'ont aucun asset pour faire du commerce physique. Ils n'ont jamais rencontré de clients en physique. D'accord. Donc, ils arrivent avec certains a priori ou certains trucs qui sont un peu faussés. Donc là, on les aide à positionner. Parfois, on refait un petit peu de design, un peu de branding autour pour les aider à développer leur boutique en physique. Et aussi, en effet, tu as des marques qui arrivent avec... et tu as des grosses DNVB qu'on a pu accompagner, qui arrivent avec une idée ultra béton de leur truc. Tu leur dis que ça va pas le faire et ils lâchent pas le morceau, quoi. Et donc là, tu es obligé de te bagarrer et c'est un peu frustrant parce que tu délivres un truc où tu n'es pas 100% sûr de toi. Parce que à la fin, c'est pas parfait, l'expérience elle est pas exactement comme tu la voulais, c'est trop fermé ou c'est trop ouvert pour certains, etc. Et ça, c'est un peu la bagarre. Mais évidemment, c'est clairement notre boulot, quoi. T'as des anecdotes un peu folles là-dessus justement que t'as vécu sur des ouvertures de pop-up ou liées au pop-up. Un truc vraiment, tu t'es dit, j'aurais pas pensé que ça puisse m'arriver, ou un truc vraiment un peu décalé, quoi. Franchement, j'ai une bonne anecdote. C'était pour un client qui est Emma Matelas. D'accord, ouais. Et en fait, Emma Matelas, il nous appelle. Ouais, c'est une grosse start-up, c'était 400 salariés en Allemagne, etc. Et c'était la directrice du développement qui m'appelle. Maxime, j'ai entendu parler de vous, etc. On a très envie de bosser avec vous. Et ça, c'était le 17 août. 2020. Non, c'était il y a quelques années déjà. Et c'était le 17 août. Juste après les congés de tout le monde. Donc, tout le monde arrive, un peu la gueule enfarinée, on revient des vacances, machin, etc. On avait fermé l'agence. Donc, on ouvre, coup de fil. Ouais, on a vraiment envie de bosser avec vous, etc. Je me dis, putain, génial, ça tombe à pic. Ce que je savais pas, c'est qu'en fait, elle a dû poncer une ou deux autres agences avant qui ont dit, c'est pas possible. Je vais t'expliquer pourquoi. Et là, elle me dit, on a envie de bosser avec vous. Moi, je me dis, waouh, Emma Matelas, belle ref, bon truc et tout. Ok, nous très chaud, très motivés. À ce moment-là, j'avais des vacances décalées. Ma designer en chef à l'époque qui était en congé. J'avais une stagiaire avec moi et une partie de l'équipe. Et en créa, j'avais ma stagiaire. Mais que j'avais déjà recruté avant, quoi. Elle était déjà venue en stage, etc. Qui était déjà une machine et j'avais bien confiance en elle. Et là, je me dis, ah ok, donc en fait... on y va, on prend le brief et elle nous dit que l'installation, on avait 28 jours. L'installation, c'était 28 jours plus tard. Donc là, on a tout fait à l'envers. J'ai commencé par appeler mes fabricants, pour dire, OK, tiens, il y a un truc à produire telle date. OK, on réserve les créneaux de prod.
Ensuite, on a commencé à dire, bon, il faut faire la créa, il faut faire valider une créa par le centre co, etc. Tu as plein de contraintes en centres commerciaux. T'imagines même pas. D'accord. Des centaines. Ok. En termes de normes, en termes de visibilité, en termes d'occultation, de visibilité pour des marques, etc., etc. Donc, Ah ouais, ok. de hauteur, de résistance au feu, d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, etc. Donc, tu as tout ça. Donc, ça, tu dois le faire valider. Et en même temps, tu dois, et c'est ce qui intéresse le client, créer un design qui soit impactant, qui t'emmène des clients, qui booste des ventes. Parce que là, le but, c'était vraiment de faire des ventes. Et des matelas. Donc, les matelas, ils sont roulés, mais il faut les stocker. T'as un truc, quoi. Ouais, c'est énorme, ouais. Et donc, là, on arrive là-dessus. Et donc, nous, on a tout repris à l'envers. Et un mois après, on installait les dernières ampoules, le truc s'allumait et les ventes, c'était parti. Et avec et des vous avez vendeurs réussi à le recrutés, etc., etc. énorme. Et ils étaient, du coup, ils étaient, je suppose, ultra satisfaits. Trop. Ils Franchement, étaient c'était un pur dossier. Et nous, c'était une référence pendant longtemps. C'était un pur dossier parce qu'en fait, en un mois, on a délivré la créa, validé le centre, les normes, la prod, l'install, tout ça, 28 jours. 28 jours. Et du coup, tu as revu, en fait, finalement, ta manière de fonctionner complètement à l'envers et tu as appris peut-être autre chose, justement, en te disant, ah, et en fait, c'est en commençant par là ou en utilisant tel point-là à ce moment-là. Bah, que forcément, ouais, ça t'aide. Et donc aujourd'hui, tu vois, c'est pour ça que tu arrives à tenir des délais parfois un peu courts. C'est que on a inversé certaines méthodes de travail, mais sans le savoir en fait. On s'est juste dit, tu pars à l'essentiel, c'est quoi à la fin, faut délivrer. On n'a pas un produit qui est digital, et même avec un produit digital, quand faut le créer, faut le poncer, faut le faire, faut que ça marche, et qu'il faut le livrer, t'as quand même une date, t'as quand même un truc, t'as quand même des process. Mais nous, on livre un truc tangible, physique, qui s'installe en une nuit. Il y a des gens derrière, il y a des camions, il y a tout ça. Ça, c'est la fin. Le bout de notre mission, il est quand même là, tu vois. Et donc, là, on a tout inversé pour essayer de faire rentrer ça dans les timings. Et ça, c'était c'était une bon sujet, ouais. Et d'ailleurs, en parlant de pop-up, etc., Bicolagène, tu comptes l'emmener où et tu comptes en faire quoi? C'est un peu le projet du moment, comme je peux comprendre. Il y a des trucs, c'est un peu secret. C'est un peu secret. Il y a des sujets qui sont encore en discussion. D'accord. On a des grosses réflexions sur plusieurs axes qui sont en train de bien se dessiner quand même. Donc, on a pas mal d'ambition pour Bicolagène. D'accord. C'est en tout cas le sujet est sur la table et il y a pas mal d'ambition sur Bicolagène. Et donc sur la partie retail pure, parce que nous on a inversé un peu le sujet, c'est que on a commencé par le retail physique avant d'être connu ailleurs. En gros, on a eu un compte Insta une semaine avant d'ouvrir une boutique physique. Ok, ouais, c'est vrai que Sophia me disait même que là c'est sorti maintenant le site e-commerce, que quand j'ai fait l'épisode avec Sophia, il allait sortir, je crois. Bah là, il est en cours de finition. On est en train de terminer. Il allait sortir là dans les semaines, mois qui arrivaient. C'est ça. Donc, a priori, dans quelques jours, le site il va être live. Ok. Mais on a plein de trucs encore à accrocher dessus. Okay. Il y a encore des tonnes de choses à faire pour que tout soit bien carré. Mais du coup, on met des graines partout. C'est ça qui est intéressant. On a des réseaux de distribution qui sont un peu à contre-courant de là où on pourrait aller. Et ça nous challenge beaucoup. Et on aime bien penser qu'on pourrait imaginer les choses différemment. J'en reviens au truc, tu t'es fait self-made, tu prends que des chemins que tu penses être les bons parce que tu prends des raccourcis. Et clairement, Sophia, là-dessus, elle est un peu comme moi parce qu'elle a été autodidacte sur plein de trucs, elle a expérimenté un peu solo. Bien sûr. Et du coup, je pense que ça la gêne pas quand je dis en fait non, je pense qu'on va plutôt aller par là, on va essayer d'attaquer le marché différemment. Et voilà, et on veut donner beaucoup de valeur à la marque parce qu'on a un produit déjà qui est hyper quali. Et pour le coup, c'était un peu la chance du débutant, mais dans les fournisseurs qu'on a rencontrés et les partenaires qu'on a réussi à trouver, en fait, on a trouvé vraiment le bon. Et du coup, on avance avec. On a rechallengé pour trouver des produits mieux, français, machin, truc et tout, mais en fait, ça va pas. On ne trouve pas une recette idéale. Et donc, on a eu de la chance là-dessus. Mais on veut positionner notre produit comme un produit haut de gamme, tel qu'il est en réalité, et avec une grosse attirance autour de la marque. Donc là, on doit retravailler la marque, continuer à travailler la marque, continuer encore à travailler la marque, la faire monter en qualité et l'emmener sur des spots où elle a sa valeur. Donc avec des partenaires qui sont à la hauteur de la valeur de notre produit. Et typiquement, Dose à Paris, les cafés Dose, qu'on fait leur collagène du mois avec notre bicolagène. Énorme. Eux, ils font de la micro-torréfaction, etc. C'est des cafés de spécialité. Et en fait, il y a eu une pétition qui a tourné pour qu'ils laissent le café au collagène dans leur café. Nous, on n'y est pour rien, mais il y a une pétition. Les utilisateurs, enfin les consommateurs ont fait, c'est venu des Après, leur recette, elle est extra, c'est des vrais sachants autour du café. Mais tu vois, ce type de collab, nous, on adore ça. C'est typiquement là-dessus qu'on veut aller parce que ça t'ajoute un truc différent à ta marque, tu vois.
Et le sujet facile, c'est de dire, ah, tiens, et on a été contacté par plein agents co, ah bah tiens, vous pouvez aller en pharma. Ah ouais, Why pas not? mal. Waouh, le volume, génial. Mais en fait, pas de kiff, quoi. Pas pareil. Ouais, Bah en fait, truc beaucoup plus peut-être enfin voilà, ça y est, t'as monté ta marque de collagène, c'est un complément alimentaire, tu vas en pharmacie, tu le vends, et puis après tu te bagarres pour tes petites marges, tes machins. ouais, et puis t'es là, les volumes, les trucs. Tu dois faire du volume, tu dois mettre du cash sur du volume, du machin, etc. Et sur un truc un peu archaïque, de la pharma, il y a plein de pharma qui bougent, hein, et c'est génial, il se passe plein de trucs, tu vois. Mais là, je me suis dit, pouah, non, j'ai pas envie de ça, quoi. Pas pour ça. Et Ouais. donc, on se dit, vas-y, on tente d'autres trucs. Donc là, on met de l'investissement sur différents axes, sur différents challenges. On rencontre des gens qui trouvent des distributeurs un peu en dehors des sentiers battus, qui premiumisent la marque, etc., etc. C'est ça notre challenge en ce moment, tu vois. Incroyable. Donc ça va beaucoup plus loin que juste se dire, tiens, on fait un produit, on trouve un distributeur et ça y est. Nous, on veut tout faire en même temps, quoi. Créer un vrai écosystème de marque et vraiment le développer en tant que tel et pas juste comme le produit qui va répondre à tel besoin. Vraiment en mode que quand tu t'achètes du bicolagène, tu rentres dans l'univers bicolagène, quoi. C'est pas juste, C'est un peu ça. Et tu vois, il y a des collabs, quoi. La collab avec Dose, par exemple, à Paris, qui est géniale. Les gens commencent à bien adhérer au truc. Il y a eu cette pétition. Il y a eu pas mal de gens qui aiment bien le produit. Leur recette est super. Et ça fait un petit moment qu'on travaille dessus. Et je pense que le retard qu'on a pris sur le projet commun qu'on avait de créer un produit ensemble, en fait, ça va nous aider, finalement, au moment où on arrive, d'avoir un peu plus de clients micro-ambassadeurs, on va dire, D'accord. qui vont nous aider à pousser ce produit-là. Et en fait, on lance un pack avec une box et tu retrouveras ces différents produits à l'intérieur. Et pour aller chercher et lui, ses clients qui ont aimé ce produit au collagène. Et en même temps, nous, des clients qui aiment bien le café, des cafés de spécialité. Et nous, on pousse leurs produits. Et tu vois, on imagine plein de collabs comme ça, plein de trucs. Et ça, c'est génial. Tu pars avec des gens d'environnements complètement différents et tu essaies de créer un truc qui n'existe pas encore. Et tu arrives à trouver un truc un peu qui sort de l'ordinaire et avec lequel où tu crées quelque chose, une fois de plus, de différent et toujours dans cet aspect de création, quoi. Ouais, c'est ça. Et personne, tu te dis pas, tiens, on fait du complément alimentaire, viens, on fait des box. Ouais. Tu te dis pas tout de suite, tiens, on fait des box. Et en fait, c'est un des premiers trucs qu'on a fait. Ah, viens, on fait une box découverte, cool, bien brandée, multicolore, Noël, etc. il me semble que vous avez fait ça, non? Pour Noël, vous avez fait on a un fait concept 50 box, autour on les a vendus. On a mis je sais pas, un mois et demi, un truc comme ça. Et tu vois, avec notre petite com, nos petits trucs, puis on a fait 50 box qui étaient à 59 €, je crois, 79. Okay. On faisait une offre pour les 50 premières. Et on a fait 50 box et c'était canon. Et c'est parti, quoi. Ouais, énorme. Carrément. Super intéressant. Sujet numéro 10. Notre chiffre à me donner, on a fait le 2, on a fait le 4. Allez, vas-y, c'est toi qui choisis. Et bien, le sujet numéro 9, être riche. Riche. Ça signifie quoi pour toi, être riche? Ah bah franchement, j'ai coché quasiment toutes les cases aujourd'hui, tu vois. Et c'est, pour moi, pas du tout l'argent. Et s'il y a un des trucs qui était un moteur pour moi, c'est pas faire ça pour la thune, tu vois. Et souvent, on l'entend beaucoup, c'est vraiment parce que l'argent reste quand même un moyen et sans argent, tu peux pas non plus rien faire. Même si maintenant, avec tous les outils qu'on a gratuitement, enfin, tout reste quand même payant et t'as toujours, si tu pousses vraiment loin, oui, il faut acheter ton téléphone, oui, il faut acheter ton PC, tu vois. Mais maintenant, t'as les logiciels gratuits, tout ça. Toi, si tu vois vraiment en mode, justement, c'est quoi ta vision là-dessus? Quand tu le fais pas pour l'argent. Honnêtement, comme je te disais au départ, faut revenir un peu en arrière. En fait, c'est dur de dire, la richesse, c'est pas l'argent, machin, tout ça. Contenu un peu, tu vois, redondant, bateau. Tout le monde va te dire à un moment donné, c'est pas bien de parler d'argent et tout. Moi, je m'en fous en soi de parler d'argent, mais le sujet de dire la richesse que tu attends, en fait, c'est à quel moment tu as compris que tout ce que tu faisais au quotidien, ça devait servir la bonne chose. Et au moment où tu as compris ça, c'est là que tu comprends en fait ce que c'est vraiment le fait d'avoir de la richesse personnelle, tu vois. C'est de te dire, mais en fait, je suis en train de faire des trucs qui me rendent au quotidien, qui me rendent des trucs en plus, qui me rendent du temps, qui me rendent des moments de loisirs, qui me rendent heureux, qui me rendent tout ça, tu vois. Et clairement, évidemment, l'argent, la richesse telle qu'on peut l'imaginer, de s'enrichir en tant qu'argent, parce que ça te donne des moyens et parce que tu peux faire d'autres trucs, évidemment, tu en as besoin. Évidemment, moi, c'était d'ailleurs un moteur au départ.
Quand je te disais, tiens, je voulais les mecs, je voulais les casser un peu, qui me balançaient des insultes et des machins quand j'ai commencé, j'avais 19-20 ans. Évidemment, je me dis, si j'avais de la thune et tout, je serais trop content, etc. Et évidemment, ça m'a poussé à essayer de faire de l'argent. Évidemment, c'était un moteur à un moment donné. Et à un moment donné de ma vie, c'était un moteur de me dire, ce que je fais, je le fais pour gagner des thunes. Mais en vrai, je faisais tellement aussi par passion que cette espèce d'équilibre, j'ai jamais vraiment cherché, tu vois. Donc, tu te retrouves à faire un truc qui te plaît, que tu arrives à monétiser correctement parce que tu as compris 2-3 trucs et que tu arrives à commencer à le monétiser. Et en fait, t'as pas une course à l'argent qui est difficile à gérer pour toi parce qu'il faut te lever tôt malsaine, pour galérer, tu vois. Ou même, tu pourrais passer de 5h du mat à 20h le soir à bosser comme un ouf et à faire du fric, mais ta vie, elle est flinguée, quoi. Tu fais que taffer. Donc, t'as des mecs qui sont passionnés de plein de trucs, mais alors fais un truc qui te passionne. Et du coup, t'auras jamais de problème avec la thune en tant que telle parce qu'elle sera corrélée avec ce qui te fait plaisir. Et je pense que le moment où tu comprends vraiment que tu coches des cases et que tu as quasiment tout ce que tu voulais en termes de plaisir, en termes de temps, en termes de trucs, là, en fait, tu te dis que ça y est, tu as réussi quelque chose, tu vois. Donc, je pense que courir, ça peut pas se résumer juste à du cash. Tu as trop d'histoires galères de mecs qui sont blindés et qui ont des vies flinguées. Donc, à l'inverse, c'est vrai aussi. Tu as des gens qui n'ont pas du tout de thunes et c'est dramatique et ça va pas en s'arrangeant. Mais globalement, cette espèce d'équilibre que tu peux trouver, c'est là où tu trouves la richesse, quoi. Parce que tu as des mecs blindés qui ont des vies flinguées et tu as des gens un peu normaux. Et moi, je me considère vraiment comme un mec normal. Je vis de mes projets, je vis de mes passions. Voilà, je me lève le matin, j'ai un nouveau projet, je le fais, machin. J'ai une agence qui tourne, qui me permet de vivre correctement, qui me rend heureux, qui me permet de faire mes passions tout le temps, qui me permet de partir en vacances, et en fait, et de monter Bicolagène, et d'investir dans d'autres trucs, etc. Et là, en fait, une fois que tu as ça, en gros, tu as ton outil, tu as un truc qui te permet de faire tout ce que tu veux. Ça, c'est ta richesse à toi. T'imagines ? Non, mais tous ces trucs-là, quoi. Tout le monde court après ça. Alors, oui, je peux pas acheter un hôtel en Suisse, tu vois. Ah ouais, j'ai pas l'argent et je l'aurai certainement peut-être jamais. Mais en fait, je m'en fous. De ce que je veux et ce que je veux faire et ce que j'aime faire, j'arrive à me l'offrir. Et toi, tu as ressenti au cours de ton évolution, justement, un palier, justement, où tu t'es dit. Je sais pas, parce que souvent, on dit toujours que. Enfin, je sais pas si c'est vrai d'ailleurs ou pas, mais que quand t'as plus d'argent, des fois, t'as souvent plus d'emmerdes et plus de problèmes, tu vois. Ouais, après, c'est plus lié peut-être à tes investissements. Mais tu veux dire quoi? Des problèmes dans l'entourage Des problèmes dans ton entourage, que le plus ton patrimoine grossirait, ou que. Alors après, attention, hein, c'est pas le cas pour tout le monde et c'est pas une généralité, mais souvent on dit que quand tu commences à avoir beaucoup d'argent, que tu commences à gagner, je sais pas moi, peut-être des centaines, des millions d'euros, tu vois, comme ça, que ça deviendrait quand même des gros problèmes à gérer parce que tu as des gens qui essayent de t'escroquer, que ce soit même toi ou ta boîte, hein, d'ailleurs. Hein, des choses comme ça, tu vois, quand je parle d'argent de richesse, ça peut être sur tous les plans, tu vois. Mais est-ce que toi, c'est quelque chose que tu vois justement comme ça ou... Ouais, alors moi, je protège hyper bien mes millions, donc c'est l'avantage. Ouais. En fait, globalement, non, moi, j'en suis pas du tout là. Et tu vois, je pense qu'évidemment, tu peux avoir des renards autour de toi et c'est partout. Il faut te méfier, il faut faire attention. Mais quand tu développes, quand tu travailles sur des sujets différents, forcément, tu délègues ta confiance à plein de moments. Et forcément, là, tu as des faiblesses. Tu délègues ta confiance à des gens, à des humains, à des trucs qui peuvent avoir des failles eux-mêmes. Ouais, donc, je pense que évidemment, tout cet argent, ça peut conduire à des drames ou à des problèmes. Après, franchement, à partir du moment où en fonction de là où t'es, là où tu te situes et de la façon dont tu as créé cet argent-là, quand ça arrive très vite, peut-être ça peut t'emmener des problèmes aussi. Mais quand tu crées au fur et à mesure du temps, moi c'est mon parcours, tu vois, je te parle de ce que je sais, mais mon parcours c'est de petit à petit, petit pas après petit pas. De manière un peu artisanale à construire. Mais clairement, ton moi propre truc. Tu vois, tous les ans je comprends un nouveau truc sur le fait de déléguer tel truc ou créer différemment, etc. Tu vois, parce que y en a qui comprennent beaucoup plus vite, il y en a qui comprennent jamais. Moi tous les jours j'en apprends un petit peu et ça se crée au fur et à mesure du temps, donc tu gagnes un peu plus, tu places, tu machin, tout l'argent que j'ai toujours investi depuis que j'ai 20 piges, donc en gros j'ai pas des comptes blindés, j'ai pas des trucs comme ça, donc en gros je me sens pas vulnérable vis-à-vis de ça. Je me dis pas faut que je protège des trucs. Moi les apparts, on va pas me les voler, tu vois. Ils peuvent brûler, ils peuvent machin, mais bon, t'essaies de t'assurer, tu essaies de faire les choses bien, mais globalement oui, ma boîte elle peut s'arrêter. Parce qu'une agence, du jour au lendemain, tu peux avoir des galères, des trucs, ça peut s'arrêter. Bicolagène, ça peut s'arrêter. Tout, quoi,
globalement, il y a plein de trucs qui sont risqués. Et c'est ça ma valeur aujourd'hui, quoi, mes valeurs ou les trucs dans lesquels j'investis, c'est ça. Donc, finalement, une fois que tu arrives à protéger un peu tes actifs, faire attention à ta boîte, construire, structurer, c'est de construire de manière un peu pyramidale, de faire des bonnes fondations, etc. Bah, tout ça, ouais, ça fait que tu es moins stressé par rapport à l'argent en tant que tel ou les risques qu'il y a autour. Et après, en termes de famille, potes et tout, bah, les rageux, au bout d'un moment, ils sortent tout seuls. Tu fais pas attention, tu vois. Et après, tu gardes ce qui va. Il y en a eu un ou deux dans le tas, mais franchement, c'est pas, je regarde pas de souvenirs ou de mauvais souvenirs. T'as ressenti, toi, à un moment donné, un montant, justement, ou un niveau de vie, mais sans parler forcément que d'argent, mais quand dans ton évolution, où tu t'es dit, là, j'ai plus justement ce truc, pour moi, je suis riche à ma manière. Tu vois ce que je veux dire, en mode de je peux faire tout ce que je veux. Et tu sens que c'est arrivé à quel moment, ce truc-là? Ouais, bah en fait, ce qui est intéressant justement, c'est que moi, j'ai jamais eu un truc à craquer tout de suite le game où tu vois, ça s'est fait petit à petit. Donc, c'est un avantage, c'est que je me dis que je suis jamais arrivé. J'ai encore des tonnes de trucs à faire. Donc, j'ai pas encore l'impression que ça y est, j'ai coché. Tu vois, ça y est, j'ai craqué le truc et c'est Ouais, bon, j'ai ouais. trouvé, etc. Mais ouais, il y a plein de trucs quand tu commences à te prendre des moments pour toi, des vacances, des trucs, tes loisirs, et que franchement, tu comptes pas trop, même pas du tout. Tu dis, je pars 15 jours, tu fais ce que tu veux. Après, c'est toute proportion gardée. C'est personnel, ça, tu vois. Ouais, bien sûr. Moi, je m'en fous, je m'en fous de faire du jet. Et quoique, on est parti en vacances et on est rentré en hélicoptère d'un truc au ski avec des potes. Mais c'est des trucs que tu fais dans ta vie à un moment donné Énorme. et qui sont Ouais. extraordinaires. Aujourd'hui, c'est pas mon délire, donc je m'en fous. Ouais. Mais en soi, voilà, moi, je vais faire du 4x4 avec mes potes, je vais faire de la moto, je vais faire voilà, du planeur, des trucs. J'ai plein de trucs à faire. Bah, dans ces loisirs-là, franchement, j'y vais, je me prends pas la tête, tu vois. Je pars en vacances, on veut se faire un bel hôtel, on se fait un bel hôtel, tu vois. Je me prends pas la tête là-dessus. Et ça, c'est un truc au fond de toi, tu te dis, ah, ça me fait plaisir. Et tu le savoures vraiment parce que petit à petit, tu le réalises. Et quand tu es sur ton moment, sur ton événement, sur ton truc, tu te dis, ouais, je sais pourquoi peut-être aussi je le fais. Enfin, Bah, en fait, tu le savoures vraiment. En vrai, quoi. tu le fais pour ça. Et je crois que tout ça, c'est relié. Quand tu vois, on parle de richesse, de machin, de trucs, etc. Globalement, je pense qu'il n'y a pas un sujet sur ces sujets-là où moi, j'y vais pas avec passion, quoi. C'est que soit Ouais. du pop-up, du machin, du retail, de la gestion de boîte, des galères et tout. Alors, forcément, il y a des moments où t'as pas envie d'être là. Hein. Mais tout le temps, c'est de la passion. Tout le temps, c'est comment je peux faire pour gagner du temps sur autre chose, me faire plaisir, rentrer et cuisiner pendant 1 heure. Moi, je rentre tous les soirs. On se pose, bam, bam, on cuisine. J'adore. Je fais ça. Et ça, c'est un de mes trucs. Et je le savais pas il y a quelques temps, tu vois. Et ça, c'est un de mes trucs préf aujourd'hui. Ce moment-là. Ok. Mais ça, tu l'as parce qu'à côté, t'as pas d'autres soucis, t'as pas de trucs à gérer, tu t'es organisé pour. Ouais, ouais. Voilà, un vendredi, tu veux te barrer, tu te barres, bah, c'est la vie, c'est trop bien. Et tout ça, c'est le bon équilibre, quoi. C'est juste ça en vrai, hein. Histoire d'équilibre. Trop intéressant. J'ai un dernier sujet que j'aimerais bien aborder avec toi. Finalement, c'est un petit peu lié avec tout ça. L'innovation, innover. Ça t'évoque quoi? Ça forcément lié avec la création et un peu tout ce qu'on a Ça abordé m'évoque avant. une vilaine boîte dans... L'innovation, ouais, l'innovation, bah, c'est tellement de sujets. En fait, l'innovation, pour moi, il y a deux trucs. Il y a d'une part d'être au fait, d'être intéressé par ça et d'innover de manière générale dans la vie. Il y a plein de trucs qui se passent autour de toi. Ouais. Et quel attrait t'as pour l'innovation. T'as plein de gens qui le fuient. On peut parler de ChatGPT, on peut parler de Midjourney, etc. Ouais. Franchement, à un moment donné, tu te dis, soit j'y vais, mais c'est comme TikTok, comme BeReal, comme il y a plein de trucs qui se passent. Finalement, comme LinkedIn, c'est une manière d'innover pour toi, sur ta manière peut-être de communiquer, comme ce qu'on évoquait au tout clairement. début, tu vois. Ouais, t'as raison. Ça, c'est une innovation, tu vois. Mais Enfin, je pense. De ouf. Alors, c'est utiliser c'est utiliser un nouveau moyen ou innover dans sa manière de faire. Innover dans ta manière de faire, tu vois. Ah ouais, clairement. Mais ça rejoint aussi les outils. C'est qu'à un moment donné, tu te dis, soit ça m'intéresse pas, et forcément, je suis en contact avec des générations qui, elles, sont à fond dans un truc, qui, moi, m'intéressent moins. Et là, tu as un choix à faire. Soit tu t'étudies, tu comprends, et tu essaies de t'adapter, même si ça ne te correspond pas, mais tu essaies de comprendre. Soit à un moment donné, tu lâches. Nos parents, nos grands-parents, il y a plein de trucs qu'ils ont lâché, tu vois. Ouais. On est dans une génération où il y a du digital à fond, etc. Moi, je suis quand même né avec ça. J'ai la chance, je suis arrivé, j'ai eu un ordinateur à 8-10 ans chez moi. Ok. Ouais. Donc, j'ai compris, j'ai machin, etc. Donc, j'ai capté ça. Je suis pas encore trop vieux.
Mais il y a plein de nouvelles choses, évidemment, d'innover dans la façon de faire, innover autour du digital, innover autour de tes outils. Ben, ça, si tu restes pas à l'écoute, c'est comme ça que tu deviens une boîte qui ralentit. Parce que tu comprends plus tout, tu vois. Tu as des trucs qui te passent à côté et tu les vois même pas. Donc, c'est les signaux faibles un peu dans l'innovation. Pour moi, c'est tous les signaux faibles autour de l'agence, en tout cas. Tous ces signaux faibles autour des nouvelles manières de créer, autour des nouvelles manières d'amener des outils à tes clients, etc., etc. Tout ça, c'est l'innovation qu'il faut pas laisser passer, tu vois. Donc ça, faut être alerte. Donc, c'est tous les petits signaux faibles et les petits trucs, en fait, qui te disent, ouais, là, ce serait intéressant de l'utiliser, ou là, ce serait intéressant de le tester, de l'implémenter, quoi. C'est le concept de petits signaux faibles comme ça que Ben, c'est ça. Pour moi, c'est là-dessus où on est attentif à l'inno. C'est sur les outils, c'est sur les façons de faire. Et puis après, tu parlais de LinkedIn, en effet, mais ça, c'est un peu c'est parce que c'est le moment comme ça. Et c'est innovant parce que pour moi, je reviens de loin, quoi. Je pensais que le personal branding, franchement, ça servait que des mecs avec qui voulaient se montrer. Et en fait, j'avais rien capté, quoi. C'est vrai que tu te dis maintenant, avec du recul, s'ils le font, c'est qu'ils ont peut-être un intérêt à le faire et que ça leur apporte quelque chose d'une certaine manière. Bah, quand t'as compris. Ouais. Une fois que t'as compris ça, une fois que t'as testé et que tu vois que ça marche, mais ça change tout. Ouais. Bah voilà, c'est qu'au bout d'un moment, je me suis dit, vas-y, je vais tenter quand même, parce que tout le monde en parle, je vois partout autour de moi, etc. Et je le faisais vraiment, je voulais le faire pour les bonnes raisons. Je voulais que la marque, je voulais que l'agence, elle monte et que j'aille chercher les bons clients aux bons endroits et j'étais sûr de pouvoir les accompagner. Et en fait, ça marchait. Et là, c'est en train de marcher, tu vois. De plus en plus de vues, des contacts, des leads et tout. Donc évidemment, le personal branding, il faut foncer, mais il faut bien le faire. Ouais, c'est comme tout. Voilà. Une dernière question pour clôturer ce podcast. Allez. Quel est l'invité que tu aimerais voir sur ce prochain épisode? Un invité que tu t'aimerais écouter, une personne intéressante selon toi? Ça, c'est dur à dire comme ça au débeauté, mais Une personne à me recommander de ton réseau? Faut que ça soit en local ou en national? Pas de limite. Sur ce podcast, il n'y a aucune limite. Ça peut être international, hein? Nos limites, j'ai un gars excellent avec qui j'ai parlé il y a pas longtemps, qui est Sacha, qui bosse pour Unlimited, qui est un mec hyper intéressant. Lui, il accompagne des marques dans le financement de leurs ads et de leurs stocks. Ok. Et lui, c'est un gars qui a des trucs à dire et qui est très bon orateur en plus. Ok. Donc c'est Sacha, c'est ça? Ouais, exactement. Sacha, si tu nous écoutes, t'es invité sur ce podcast. Non, mais c'est super intéressant. C'est cool comme ça d'avoir, tu vois, de fil en aiguille et des personnes que tu recommandes ici en plus. Tu vois, c'est quelqu'un que tu connais bien, ça peut être carrément cool. C'est un bon. Bah écoute, Max, merci beaucoup. Merci à toi. Merci forcément à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. L'épisode sera disponible bien sûr sur YouTube, sur toutes les plateformes, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, et puis tous les réseaux sociaux forcément de toutes les marques qu'on a évoquées, notamment Bicolagène, tes réseaux sociaux de Share Client aussi, seront dans la description. C'était Valentin et Max pour le podcast Mindflow. Ciao, ciao.